Il existe un niveau de discipline qui fait que les gens te regardent avec une forme de crainte. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement comment y parvenir. Tu as sûrement déjà vu ce genre de personne. Celle qui ne rate jamais rien. Celle qui se réveille chaque jour à la même heure, fait les mêmes choses et ne s'arrête jamais. Pendant que les autres abandonnent à la 3e semaine, elle continue. Pendant que les autres trouvent des excuses, elle passe à l'action. Et tu sais ce que les gens disent d'elle? Ce n'est pas normal. Il existe un ancien système, créé par les moines zen au Japon, qui engendre justement ce type de constance presque terrifiante. Ils l'appellent Gyoji, la pratique qui se perpétue d'elle-même. Et une fois que tu comprendras comment ça fonctionne, tu ne briseras plus jamais un seul de tes objectifs. Mais il y a un prix à payer. Ce système n'est pas fait pour tout le monde. Il exige que tu tues une partie de toi-même, une partie que tu ne soupçonnais même pas. Mais avant que je t'explique comment cela fonctionne, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et écris en commentaire l'habitude que tu veux le plus instaurer dans ta vie. Ça m'aide énormément et ça me montre que tu es vraiment prêt à changer. Allons-y. Chapitre 1. L'éveil. L'histoire que je vais te raconter est celle d'un programmeur nommé Raphaël. C'était un homme intelligent avec une belle carrière, mais il avait un problème. Il n'arrivait jamais à tenir une habitude plus de 2 semaines. Le sport, il arrêtait après 2 mois. La méditation, 1 semaine, pas plus. La lecture, il achetait un livre, lisait 3 pages, puis le laissait traîner dans un tiroir. Le schéma était toujours le même. Lundi, motivation totale. Mercredi, première négociation mentale. Vendredi, abandon complet. Dimanche, promesse pour la semaine suivante. Raphaël avait tout essayé. Des applications pour suivre ses habitudes, des systèmes de récompense, même des partenaires de responsabilité. Rien n'y faisait, car il se battait contre quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. Jusqu'au jour où il découvrit pourquoi les moines zen peuvent méditer pendant 800 ans sans jamais manquer un seul jour. Et non, ce n'est pas une question de volonté. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus effrayant. Chapitre 2. Le secret des moines. Dans les temples zen, il existe une règle apparemment simple, mais qui change absolument tout. Gyoji. Traduit littéralement, cela veut dire la pratique continue, sans interruption. Sans interruption. Tu comprends ce que cela veut dire? Cela veut dire que depuis l'an 1200, chaque jour, à 3h30 du matin, une cloche sonne dans le temple d'Eiheiji. Et depuis l'an 1200, chaque jour, les moines se lèvent. Pas à 3h25, pas à 3h35, exactement à 3h30. Aucun moine ne reste allongé dans son lit en se disant « Aujourd'hui, je vais me lever ». Cette question n'existe tout simplement pas dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que toi, tu n'as pas encore compris. Ton cerveau classe chaque engagement dans 2 catégories, réversible ou irréversible. Les engagements réversibles deviennent des négociations mentales. Les engagements irréversibles, eux, se produisent simplement. Quand un moine prononce ses vœux devant toute la communauté, il ne fait pas une promesse, il change d'identité. Il ne promet pas d'essayer de méditer, il déclare qu'il est un méditant. La communauté en est témoin, l'identité change, la négociation s'arrête. Un neuroscientifique de l'université de Harvard, qui étudie les habitudes depuis 15 ans, a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand tu rends un comportement public, ton cerveau primitif interprète l'échec comme une menace de survie. Nos ancêtres qui perdaient leur statut dans la tribu mouraient, et ton cerveau fonctionne encore exactement de la même manière. C'est précisément ce que Raphaël a fait. Il a arrêté de faire des promesses en secret et a commencé à faire des déclarations publiques. Il a écrit sur une feuille « Je suis une personne qui médite 20 minutes chaque jour à 5 heures du matin pendant 90 jours consécutifs. » Il a signé. Il a publié sur les réseaux sociaux. Il l'a dit à tout le monde. Sa copine lui a dit « Tu en fais trop ». Ses collègues ont dit « Franchement, tu forces un peu ». Parfait. Chaque personne qu'il connaissait est devenue un carburant.
Chaque matin où il voulait abandonner, il pensait à ses regards, à devoir leur avouer qu'il n'était qu'un autre gars qui ne tenait pas ses promesses. Le troisième jour, le vrai test est arrivé. Le réveil a sonné à 5 heures du matin. Immédiatement, son esprit a commencé sa routine habituelle. Tu es fatigué. Ce n'est pas bon pour ta santé. Un seul jour, ça ne changera rien. Mais quelque chose de fondamental avait changé. L'idée de devoir publier en ligne, qu'il avait abandonné après 3 jours, était insupportable. L'idée de regarder sa copine dans les yeux et d'admettre qu'il avait encore une fois lâché était encore pire. La déclaration publique avait rendu l'abandon plus douloureux que la persévérance. Mais c'est là que le vrai combat a commencé. Chapitre 3. La guerre intérieure. Même avec toute cette pression sociale, Raphaël livrait une guerre quotidienne. Son corps, lui, se moquait bien de sa réputation. Quand il était fatigué, il voulait dormir. La déclaration publique avait mis fin à la négociation mentale. Mais il devait encore lutter contre sa biologie chaque matin. C'est à ce moment-là qu'il a découvert le deuxième principe des moines, les heures non négociables. Chaque jour, tu gaspilles une énergie mentale folle avec la même question stupide. Quand est-ce que je vais le faire? Maintenant? Après le petit déjeuner? Ce soir? Ces décisions consomment du glucose dans ton cerveau. Tu perds ton énergie à décider quand conduire, au lieu de simplement conduire. Raphaël a choisi 5 heures du matin. Pas parce qu'il était du matin ou qu'il adorait regarder le lever du soleil. Il a choisi 5 heures parce que le monde dormait. Aucun message, aucun email, aucune distraction, aucune excuse. Ce n'était pas une question d'optimisation, mais d'élimination. Éliminer chaque raison possible de le faire plus tard. La première semaine fut un enfer. Son corps résistait chaque matin. C'est normal, le corps est une machine d'habitude. Et tu es en train de le forcer à en créer une nouvelle. Il résiste, mais à la deuxième semaine, quelque chose a changé. Il a commencé à se réveiller 2 minutes avant que le réveil ne sonne. Son corps se préparait déjà à ce qui l'attendait. Le 14e jour, le réveil a sonné et ses pieds ont touché le sol avant même que son esprit conscient ne réagisse. Aucune pensée, aucune décision, juste le mouvement. Et c'est là que la plupart des gens se trompent à propos des heures fixes. Ce n'est pas une question de trouver l'emploi du temps parfait. C'est une question de supprimer le temps comme variable. Quand tu fais une chose à des heures différentes chaque jour, tu demandes à ton cerveau de prendre une nouvelle décision à chaque fois. Mais quand l'horaire est fixe, ton cerveau ne peut plus discuter avec une constante. Pourtant, Raphaël a découvert un nouveau problème. Son heure était fixée, mais il changeait sans arrêt ce qu'il faisait à ce moment-là. Certains matins, il méditait, d'autres, il lisait. Parfois, il faisait quelques pompes. Son cerveau avait trouvé un nouveau terrain de négociation. Au lieu de se battre sur le quand, il se battait sur le quoi. Ces 20 minutes à 5 heures du matin étaient devenues stables, mais la pratique elle-même était chaotique. L'horaire fixe avait résolu la moitié de l'équation, mais son esprit trouvait toujours des failles pour négocier. Il avait éliminé le quand, mais pas le quoi. Et c'est là qu'entre en jeu l'enseignement controversé de Dogen sur les formes. Il exige que tu fasses exactement la même chose, chaque jour, sans exception, jusqu'à ce que ton esprit abdique totalement. Chapitre 4. La voie unique. Tu crois que la variété rend les choses intéressantes. Mais la vérité, c'est que la variété est l'endroit où la constance meurt. Chaque fois que tu changes ce que tu fais, ton cerveau doit prendre de micro-décisions. Je fais des pompes ou des burpees aujourd'hui. Quel livre je lis? Combien de temps je médite? Chaque petite décision est une fissure où tes anciens schémas peuvent se faufiler. Alors Raphaël a tout verrouillé. 20 pompes, 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture, même ordre, même minuteur, même routine. C'était son période Ango personnelle. 90 jours de pratique identique. Ses amis le traitaient de robot. Sa copine disait qu'il devenait agaçant. Il ne comprenait pas que l'agacement, c'était justement le but. La 3e semaine, son esprit est entré en guerre. Chaque matin, il réclamait de la variété. C'est stupide. Tu n'es pas un robot.
Change un peu, sinon tu vas craquer. Mais à la 4e semaine, quelque chose s'est brisé. Pas sa discipline, mais sa résistance. La voix de la négociation devenait plus faible. Et à la 6e semaine, il était déjà à la moitié de ses pompes, avant même de réaliser qu'il avait commencé. La pratique se faisait d'elle-même. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la constance. Ce n'est pas une question de volonté qui dure éternellement. C'est une question de répétition, jusqu'à ce que la volonté ne soit plus nécessaire. Ton corps apprend la séquence comme un danseur apprend une chorégraphie. Un chercheur du MIT qui a étudié l'automatisation des comportements pendant 12 ans l'explique ainsi. Quand tu répètes une action dans le même contexte pendant environ 66 jours, les noyaux gris centraux de ton cerveau prennent le relais. Le comportement devient automatique, tu ne décides plus de le faire, tu le fais simplement. Au 35e jour, Raphaël a attrapé la grippe. Au 40e, il devait voyager pour le travail. Et c'est là que les anciens schémas réapparaissent. Je suis malade, je me repose. Je voyage, donc exception. C'est ici que la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils croient que la pratique doit être parfaite. Mais la perfection n'existe pas. Dogen, lui, avait compris quelque chose de fondamental à propos des intervalles. Il écrivait « La pratique doit se poursuivre sans même un instant de vide, car dans ce vide, tous tes anciens schémas reviennent. » Ce qui a sauvé Raphaël quand tout allait mal, c'est cette compréhension simple. La pratique ne demande pas la perfection, elle demande la continuité. Chapitre 5. La pratique sans interruption. Le mensonge du tout ou rien a détruit plus de constance que la paresse ne le fera jamais. Tu te dis, si je ne peux pas faire les 20 minutes complètes, à quoi bon? Si je ne peux pas faire des pompes parfaites, j'attendrai demain. Ce genre de pensée crée des vides, et ces vides sont les portes par lesquelles ton ancien toi revient. Regarde n'importe quel athlète d'élite, tu verras qu'ils ont des jours de repos. Mais ces jours-là sont encore du progrès. Ils sont intentionnels, stratégiques, planifiés. Jamais parce qu'ils se sentent paresseux. Jamais parce qu'ils n'ont pas envie de s'entraîner. Un jour de repos leur permet de s'entraîner plus fort demain. C'est encore un mouvement vers l'objectif. Mais quand tu sautes un jour parce que tu es fatigué, ce n'est pas du repos, c'est une retraite. Un fleuve ne s'arrête jamais de couler. Pendant la sécheresse, il se réduit à un filet d'eau, mais il ne s'arrête jamais. Le jour où le fleuve s'arrête, ce n'est plus un fleuve, c'est juste le souvenir de l'endroit où l'eau coulait autrefois. Ta pratique, c'est pareil. Le jour où tu laisses un vide, tu n'es plus en train de pratiquer. Tu deviens quelqu'un qui pratiquait. Le jour 40 est arrivé. Avion à 4 heures du matin, réunion toute la journée, pas de salle de sport à l'hôtel. Raphaël a fait des pompes dans les toilettes de l'aéroport. Les gens le regardaient comme s'il était fou. Parfait. Il a médité dans l'Uber. Il a lu dans l'avion. Rien n'était parfait, mais tout gardait le mouvement dans la même direction, vers le même objectif qu'il avait déclaré 90 jours plus tôt. C'est ça le Gyoji, la pratique qui se perpétue d'elle-même. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à le remarquer. Ses collègues disaient qu'il semblait différent. Ses amis disaient qu'il devenait obsédé. Quelqu'un lui a même dit « Ta discipline n'est pas saine. Les gens normaux ne font pas ça. » Et quand tu entends ces mots, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Les gens normaux obtiennent des résultats normaux. Toi, tu ne veux pas être normal, tu veux être inébranlable. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce qui te fera vraiment tomber, ce sont les obstacles imprévus, ceux que tu ne peux pas planifier parce que tu ne sais même pas qu'ils existent encore. Chapitre 6. Les pré-solutions. Ton enfant tombe malade. Ta voiture tombe en panne sur le chemin de la salle de sport. Ton patron te retient tard au travail. Ces situations détruisent ta constance parce que tu n'as pas prévu à l'avance comment réagir. Chaque fois qu'un obstacle inattendu surgit, tu dois prendre une décision sous stress. Et dans ces moments de chaos, tu choisis presque toujours la voie la plus facile. L'obstacle gagne parce que tu combats une guerre que tu n'as pas préparée. Les monastères zen existent depuis des siècles, sans manquer un seul jour de pratique. Tremblements de terre, guerre, famine,
la pratique continue. Comment? Parce qu'ils ne prennent pas de décision quand l'obstacle se présente. La réponse existe déjà. Quand la salle de méditation est inondée, ils vont dans la salle à manger. Quand la salle à manger brûle, ils s'assoient dans la cour. Aucune réunion, aucune discussion, aucune négociation. La cloche sonne. La réponse est automatique. Raphaël a fait la même chose. Il a noté chaque obstacle qui avait déjà brisé sa constance et il a préparé la solution à l'avance. Pluie, pompe dans le garage, invité à la maison, entraînement silencieux dans la salle de bain, gueule de bois, ce qui ne devrait pas arriver mais au cas où, de pompe, 1 minute de méditation, une seule page de lecture. Chaque scénario avait sa réponse prédéterminée. Quand X arrive, je fais Y. Aucune réflexion, aucune négociation, seulement l'exécution. La puissance de cette méthode ne réside pas seulement dans la continuité. C'est que tu cesses de gaspiller ton énergie mentale à prendre des décisions. Ton cerveau sait que quoi qu'il arrive demain, la pratique continue. Cette certitude transforme littéralement ton système nerveux. Un psychologue comportementaliste de l'université Yale, spécialisé dans la prise de décision depuis 20 ans, a découvert ceci. Quand tu prévois tes actions à l'avance, tu élimines la fatigue décisionnelle au moment critique. Ton cortex préfrontal, la partie responsable de la volonté, reste intacte pour agir, pas pour décider. Jour 70. La pratique de Raphaël était devenue complètement automatique. Il lui arrivait de se réveiller sans même se souvenir d'avoir fait ses pompes. Son corps exécutait la séquence comme une machine programmée. La mère de sa copine est venue passer 1 semaine chez eux. Il a continué ses pompes dans la salle de bain à 5 heures du matin. La pratique continuait parce que les réponses étaient déjà écrites. Jour 90. Il a terminé son ango personnel, 3 mois de pratique ininterrompue. Mais quelque chose de plus profond s'était produit. Il n'était plus le même homme. Ses amis lui disaient, littéralement, « Ta constance fait peur ». Sa réponse ? Parfait. Chapitre 7. La transformation. Parce que lorsque ta discipline met les autres mal à l'aise, c'est que tu es enfin au bon niveau. Ton existence devient la preuve que tout ce qu'ils disent être impossible n'est en réalité que dérangeant. C'est pour ça qu'ils te traiteront d'obsédé. C'est pour ça qu'ils te diront que tu dois trouver un équilibre. Ils veulent que tu ralentisses pour se sentir mieux dans leur immobilité. Mais toi, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais parce que tu as découvert le secret. La constance, ce n'est pas faire quelque chose chaque jour. C'est devenir quelqu'un qui ne peut plus faire autrement. Quand tu appliques le système Gyoji, la déclaration publique, l'horaire fixe, la méthode fluide et les réponses préécrites, tu ne crées pas simplement des habitudes, tu reconstruis ton identité, tu cesses d'être quelqu'un qui essaie pour devenir quelqu'un qui est. Et quand cette transformation est complète, les gens te regarderont et se demanderont « Comment il fait ça ?» Et la réponse sera simple, il ne fait pas. Il est. Alors, la vraie question est, es-tu prêt pour ce niveau de transformation ? Parce qu'il ne s'agit pas de discipline, mais de mort et de renaissance. La mort de ton toi instable, la naissance de ton toi inébranlable. Le système Gyoji ne fera pas de toi une meilleure personne. Il fera de toi une personne différente, quelqu'un que les autres regarderont en se disant « ce n'est pas normal ». Et quand tu entendras ces mots, tu sauras que tu es exactement là où tu devais arriver. Si cette vidéo a changé ta vision de la discipline et de la constance, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui transformeront ta vie. Et dis-moi en commentaire quelle sera ta déclaration publique. Quelle habitude vas-tu adopter grâce au système Gyoji? Souviens-toi, la constance qui effraie les autres est la seule constance qui en vaut la peine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt dans la prochaine vidéo.